Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mes carnets noirs. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier pour vos messages de soutien qui m'ont fait énormément de bien et m'ont fait me sentir moins seule. Merci vraiment du fond du cœur. Je vous emmène aujourd'hui au cinéma pour deux affaires non résolues tournant autour du célèbre Elvis Presley. Alors nous sommes bien d'accord, il n'est en rien responsable de ces crimes, mais il concerne des fans et même une des actrices qui a tourné avec lui. Vous connaissez peut-être la première histoire qui a été pas mal diffusée, mais la deuxième a fait couler moins d'encre et a été oubliée par beaucoup. Barbara et Patricia Grimes, âgées respectivement de 15 et 12 ans, habitent une petite maison familiale dans le quartier McKinley Park à Chicago. Sans être pauvre, la famille n'est pas très riche. Les parents des filles sont séparés et leur maman Loretta se retrouve à élever seule les 7 enfants du couple. Joseph, le papa, vit tout près pour rester en contact avec ses enfants. Barbara et Patricia, en plus d'être sœurs, sont les meilleures amies du monde. Elles sont inséparables. Et elles ont une passion commune qui les rapproche encore plus. Leur idole, Elvis Presley. Elles en sont dingues. C'est donc sans surprise qu'elles demandent à leur mère d'aller au cinéma voir le film Love Me Tender, qu'elles ont pourtant déjà regardé une dizaine de fois. Mais quand on aime, on ne compte pas. Loretta hésite. La famille n'a pas besoin d'une dépense inutile et l'idée de voir ces deux filles se balader seules dans le noir en plein hiver ne l'emballe pas plus que ça. Les deux ados insistent tellement qu'elle finit par céder. Elle leur donne 2 $ pour les trajets, les places de cinéma et l'achat de friandises pendant l'entracte. Elle décide de leur donner 50 cents en plus au cas où elle voudrait revoir une deuxième fois le film car il y a 2 séances. Voilà les sœurs en route le 28 décembre 1956 à 19h30 pour l'arrêt de bus pour voir leur star préférée au Brighton Theatre. Elles promettent d'être de retour pour minuit. Comme beaucoup de mamans, Loretta n'arrive pas à dormir avant que ses filles ne rentrent, ce qu'elles ne font pas. Elle demande à ses 2 aînées, Joey et Teresa, de faire le trajet jusqu'à l'arrêt de bus pour voir si les filles ne traînent pas en route, mais ils ne les voient nulle part. Ils attendent au cas où elles auraient simplement raté le bus. 3 passent, mais aucune trace de leur sœur. Ils rentrent vers 2h du matin et Loretta va directement signaler la disparition de ses filles. Des policiers refont plusieurs fois le trajet emprunté par les sœurs et d'autres se rendent chez leurs amis pour voir si elles ne seraient tout simplement pas restées dormir chez l'une d'entre elles. Force est d'admettre qu'elles ne sont nulle part. Dès l'aube, la chasse aux témoins commence et prouve que les filles sont bien arrivées au Brighton Park Theatre. Oui, mon accent anglais est toujours aussi bon. Une amie d'école confirme les avoir vues et avoir discuté avec elles. Elle n'a assisté qu'à la première séance avant de retourner chez elle, alors que les sœurs avaient pris un ticket pour les 2 séances. Elle dit que les filles étaient joyeuses et pas du tout inquiètes ou tracassées. Entre les 2 films, elles ont acheté du popcorn. Un jeune homme du nom de Roger Ménard apporte un témoignage important. Il était assis à côté d'elle et a quitté le cinéma en même temps. Elles ont marché derrière lui une partie du trajet et il dit les avoir vues se faire aborder par 2 voitures, une Buick verte et une Mercury noire. Peu après, le chemin de Roger l'a conduit hors de vue des sœurs. D'autres témoins disent les avoir vues monter dans un bus sur Archer Avenue et un chauffeur le confirme. Il les aurait déposées à mi-chemin entre le cinéma et leur maison vers 23h. 2 autres ados disent les avoir aperçus à peine 2 pâtés de maison de chez elles. Un restaurateur affirme les avoir vus avec un de ses employés qui ressemble à Elvis. Gardez bien cette information en tête car je vais vous en reparler. Selon lui, Patricia titubait et avait des difficultés pour marcher. Des recherches de grande ampleur sont organisées et des centaines de témoins habitant sur le trajet des filles sont interrogés. Des tracts sont placardés et distribués partout et une récompense de 1 000 $ est offerte. Cette somme est réunie par les paroissiens de l'église fréquentée par la famille Grimes. Ces mêmes paroissiens mettent de nouveau la main à la poche pour payer les factures de Loretta, pendant que celle-ci consacre tout son temps et toute son énergie à la recherche de ses filles. Les plans d'eau des environs sont sondés et aucune trace des sœurs disparues. Par contre, de nombreuses rumeurs voient le jour. Patricia et Barbara se seraient enfuies pour aller à Nashville voir un concert du King ou auraient rejoint une communauté de fans. La meilleure est qu'elles seraient carrément à Graceland avec Elvis. Lorsque celui-ci apprend la disparition des 2 sœurs et les rumeurs qui courent, il fait un appel public pour qu'elles rentrent chez elles auprès de leur maman qui est morte d'inquiétude.
Maman qui passe aussi un message à la radio pour ses filles. Si quelqu'un les détient, s'il vous plaît, laissez-les m'appeler. Appel qui attire les détraqués du coin. Loretta reçoit entre autres des demandes de rançon. Pendant ce temps, on les voit un peu partout. Dans un magasin, à Nashville, elles auraient même essayé de louer une chambre d'hôtel. Il n'en faut pas plus pour que les policiers soient de plus en plus certains que, comme ils le pensent depuis le début, Patricia et Barbara ont fugué. Loretta est certaine que c'est impossible. Barbara avait prévu d'aller acheter un nouveau chemisier le lendemain de la disparition avec sa sœur Teresa et Patricia allait fêter son 13e anniversaire en invitant ses amis à une grande fête. Il faut attendre 3 semaines pour les retrouver, du moins leur corps. Le 22 janvier 1957, les températures remontent et la couche de neige commence à diminuer. Un ouvrier en bâtiment, Leonard Prescott, part chercher sa femme après le travail. Pour ce faire, il passe par German Church Road. Il aperçoit du coin de l'œil quelque chose de bizarre qui dépasse de la neige derrière la barrière de sécurité sur le bas-côté de Devil's Creek. Il continue sa route, récupère sa femme et refait le chemin en sens inverse. Cette fois, il décide de s'arrêter pour aller voir ce drôle d'objet qui traîne en bord de route. Comme vous l'avez deviné, il s'agit des corps dénudés et gelés des sœurs Greens. Patricia est couchée sur sa sœur. Leur père Joseph vient sur place pour les identifier. Une fois les corps emmenés vers la morgue, pas moins de 160 personnes se sont mises à crapahuter sur les lieux. Du coup, toute trace ou indice potentiel est détruit. Les vêtements des filles n'ont jamais été retrouvés. L'autopsie doit attendre que les corps dégèlent et se révèlent compliqués. Plusieurs experts sont présents et chacun pense avoir raison. Ainsi, la date des décès n'est pas claire. Le 29 décembre pour certains, 5 jours plus tard pour les autres. Les corps sont très propres et ont été très probablement lavés par le tueur, peut-être pour effacer ces traces. Si c'est le cas, il n'est pas doué, car des traces de sperme sont trouvées. La toxicologie montre que les sœurs n'ont consommé ni drogue ni alcool quelconque. Par contre, l'examen médical montre que Barbara a eu des relations sexuelles avant son décès, sans qu'il soit déterminé si elles étaient forcées ou non. C'est sur son corps que sont découvertes les traces de sperme. Les 2 corps présentent de nombreuses blessures, mais aucune de mortelle, et certaines sont même post-mortem selon les experts, qui estiment donc qu'il s'agit bien d'un double homicide, mais qu'elles sont décédées d'hypothermie. Leurs estomacs contiennent leur dernier dîner, du pop-corn, ce qui situe les décès la nuit du 28 au 29, la nuit de leur disparition. Le chef du bureau médico-légal, Harry Gloss, n'est pas du tout d'accord avec ce rapport. Pour lui, elles ont été séquestrées, battues et agressées toutes les 2 sexuellement à plusieurs reprises. Elles seraient seulement mortes le 7 janvier, jour où leur agresseur les a abandonnées dans le froid, à la merci des éléments et des rongeurs. Le coroner Walter McCarron, quant à lui, estime qu'elles ont bien été tuées la nuit de leur disparition et que le tueur a stocké les corps avant de s'en débarrasser à Devil's Creek le 9 janvier, jour où la neige s'est mise à tomber. Bref, un fameux foutoir qui met la famille Grimm et la population en colère. Le 25 janvier 1957, une veillée funèbre est organisée en l'honneur de Barbara et Patricia. Elles sont enterrées le lendemain au cimetière Saint-Sépulcre à Worth. Les voilà à côté l'une de l'autre pour l'éternité. Le 27 mai, un étrange coup de téléphone vient perturber l'affaire. C'est Loretta qui le reçoit et il lui glace le sang. Un homme prétend être l'assassin de Patricia et Barbara et donne des détails méconnus du public. Il dit « Je les ai kidnappées et tuées. Je sais quelque chose sur vos filles que personne d'autre ne sait, pas même la police. » La plus jeune avait les orteils croisés. L'homme rit avant de raccrocher. Et c'est la vérité. Ce détail n'est en effet connu que dans la sphère familiale. L'homme qui a passé ce coup de téléphone reste encore de nos jours une énigme. Quant à la police, elle met les bouchées doubles pour trouver un coupable et redorer son blason. Et un homme les intéresse immédiatement. L'employé du restaurant qui ressemble à Elvis et qui a été dénoncé par son patron. Le bonhomme s'appelle Edward Lee Bedwell, surnommé Benny. Je serais tenté de dire Bennet, mais c'est un sans-abri de 21 ans et qui passe de petit boulot en petit boulot. Je vous avoue que je ne trouve pas la ressemblance avec le King très frappante, mais bon. Son patron, pour qui il travaille comme plongeur, affirme l'avoir vu avec les sœurs et Patricia semblait avoir besoin d'aide pour marcher. Benny avoue tout
après 3 jours d'interrogatoire. C'est bien lui qui a tué les filles avec un complice, William Cole Willingham Jr. Ils leur ont offert des hot-dogs, les ont battus à mort et laissés sur le bord de la route. Mais il ne faut pas longtemps aux policiers pour se rendre compte que le gars est en plein délire et ne sait en réalité rien des meurtres. Pas la peine de vous dire que le soi-disant complice William Cole nie toute implication dans quoi que ce soit. De lui-même, le suspect reconnaît avoir fait de faux aveux sous la pression policière. Aucune trace de hot-dog ne se trouve dans l'estomac des filles, et même si elles ont été frappées, elles n'ont pas été battues à mort. Une jeune femme, Irene Dean, enfonce le clou en venant témoigner que c'est elle et une de ses amies qui accompagnaient en réalité Benny et son ami William. En plus, il a un alibi. Benny est rapidement libéré. Un jeune homme d'à peine 17 ans dont je n'ai trouvé aucune photo est également entendu par la police. Il s'appelle Max Flegg. Il avoue le double meurtre et passe le test du polygraphe. Malheureusement, il est interdit de faire passer ce fameux test aux mineurs dans l'État de l'Illinois et il n'y a aucune preuve contre Max qui est relâché. Plus tard, il se retrouve en prison pour le meurtre d'une jeune femme qui n'a rien à voir avec celui des sœurs. Enfin, un homme qui prétend avoir vu les sœurs dans un rêve est arrêté et interrogé. Walter Krantz, un chauffagiste, avait dit savoir où se trouvaient les corps avant qu'ils ne soient découverts. Et il n'était pas loin du tout du véritable endroit. De quoi titiller les enquêteurs. Il nie toute implication et rien ne le relie aux filles. Il est relâché faute de preuves et l'affaire rejoint d'autres dossiers dans le fond d'un tiroir, au grand désarroi de leur famille. Bien des années plus tard, en 2013, des enquêteurs, dont le détective à la retraite Ray Johnson, pensent avoir trouvé le coupable. Les meurtres des sœurs Grimes seraient liés à celui d'une autre jeune fille en 1958, Bonnie Leigh Scott. Et vous allez voir, les éléments que ces enquêteurs avancent sont assez troublants. Bonnie vient au monde le 2 mai 1943. À l'âge de 15 ans, elle vit avec son oncle et sa tante, ainsi que sa grand-mère car ses parents sont en pleine séparation. Le 22 septembre 1958, à 18h30, elle sort du domicile familial pour ne plus jamais y revenir. Le lendemain, l'oncle et la tante de Bonnie reçoivent un étrange coup de téléphone d'un certain Charles Melskit. Il dit être un ami de Bonnie et que celle-ci lui a téléphoné la veille pour lui dire qu'elle était avec un homme dont elle se méfiait. Charles l'a envoyé promener et elle lui a raccroché au nez. Plus tard dans la soirée, il a reçu un appel d'un homme inconnu lui annonçant que Bonnie était sortie de son véhicule après une dispute et elle lui aurait dit qu'elle voulait que Charles la ramène chez elle. Charles s'est rendu sur place mais n'a pas trouvé Bonnie. La police est prévenue de ce témoignage et interroge Charles qui leur répète la même histoire. Tous les jeunes hommes qui gravitent dans l'entourage de Bonnie sont interrogés et aucune trace de la jeune fille n'est trouvée. C'est seulement le 15 novembre qu'un groupe de scouts découvre son corps nu et sans tête. Je ne fais pas durer le suspense, c'est bien Charles qui a tué la malheureuse. Il l'a, accidentellement, étouffée avec un oreiller dans sa voiture alors qu'ils étaient en rendez-vous galant. C'est vrai que tout le monde se balade avec un oreiller dans sa voiture. Bref, pourquoi cet homme intéresse nos détectives modernes ? Pour commencer, le bonhomme est connu comme étant un pervers qui aime s'en prendre aux très jeunes femmes. Il a un long palmarès d'agressions derrière lui. Il serait également de mèche avec la mafia. Le corps de Bonnie a été découvert tout près d'où reposaient ceux des sœurs. Et Charles fréquente souvent les environs, car il y a des courses hippiques dans un parc tout proche. Parc qui a été fouillé après la mort des sœurs Grimes. Les 3 victimes ont été retrouvées nues et aucun des vêtements n'est jamais réapparu. Bonnie a été étouffée et poignardée post-mortem avant d'être décapitée. Comme je vous l'ai dit plus haut, la cause de la mort des sœurs n'est pas très claire, mais elles ont aussi subi plusieurs blessures post-mortem. Dans le calepin de Charles, on peut trouver les numéros de téléphone des voisins de la famille Grimes. Cerise sur le gâteau, le soir où les journaux ont annoncé la découverte du corps de Bonnie, Loretta, la maman de Barbara et Patricia, a reçu un coup de téléphone anonyme disant « J'ai commis un autre crime parfait, c'est un autre que les flics ne résoudront pas. » Drôle de coïncidence. Elle est certaine que la voix est la même que celle du premier coup de téléphone qu'elle a reçu, lui parlant des orteils de sa fille. Charles n'a jamais été inquiété pour l'affaire Grimes et a été jugé pour le meurtre de Bonnie. Il a été condamné à 99 ans de prison, dont il n'a fait que 11 ans grâce à une liberté conditionnelle. Il est décédé en 2010.
Un autre policier fait aussi le rapprochement avec une toute autre affaire et nous présente un autre suspect. L'inspecteur James Hennigan, retraité de nos jours, pense que l'affaire des sœurs est liée à celle d'un triple meurtre, celui des frères John 13 ans et Anton Schussler 11 ans et de leur ami Robert Peterson 14 ans. Le 16 octobre 1955, les trois garçons décident d'aller au cinéma. Comme ils ne reviennent pas, leurs parents vont se renseigner au bowling du coin car le trio adore ça et ils s'y sont peut-être rendus après le film. L'employé du bowling confirme que les trois garçons sont venus, mais ils sont partis depuis bien longtemps. Au bout de 2 jours, leurs corps nus sont découverts empilés dans un fossé. Il faut attendre 40 ans pour qu'un homme qui exploite plusieurs écuries soit enfin arrêté. Il s'appelle Kenneth Hansen. Selon l'accusation, il aurait pris les garçons en stop et les aurait amenés dans la sellerie de l'écurie pour abuser d'eux et les tuer. Et pourquoi est-il intéressant ? James Hennigan affirme que Hansen était au même cinéma que les sœurs en même temps qu'elles. Le mode opératoire des meurtres est similaire. Les vêtements des victimes ont complètement disparu et le terrain en bord de route sur lequel Patricia et Barbara ont été trouvés est une propriété qu'Hansen louait pour le pâturage des chevaux. Hansen est mort en prison en 2007. Son ADN est présent dans les bases de données et pourrait être comparé à celui trouvé sur Barbara. Le hic, c'est que l'échantillon prélevé sur la jeune fille a été perdu. Un ancien policier qui a enquêté sur l'affaire estime qu'il serait bien d'exhumer les corps et qu'il y a probablement encore de l'ADN du tueur à trouver. Cette demande reste sans réponse pour le moment. Loretta Grimes est décédée en 1989 à l'âge de 83 ans sans connaître la vérité sur ce qui est arrivé à ses 2 filles. Cependant, jusqu'au bout, elle a eu une certitude qui ne l'a jamais quittée. Ses filles ne seraient jamais montées en voiture avec un inconnu. Le tueur les connaissait et a profité de la confiance qu'elles avaient en lui. La deuxième affaire, comme je vous l'ai dit, est moins connue et on trouve peu d'informations. Elle concerne une actrice nommée Jennifer Helen Maxwell, appelée par tous Jenny. Jenny vient au monde le 3 septembre 1941 à Brooklyn. Jolie blonde pétillante, elle est repérée à 16 ans par le réalisateur Vicente Minnelli, le papa de Lisa. Et elle part à Hollywood. Elle se marie à 17 ans avec Paul Rapp, un assistant réalisateur, et devient à 19 ans maman d'un petit Brian, tout en enchaînant de petits rôles dans des séries telles que The Twilight Zone et Bonanza. En 1961, c'est la consécration. Elle a l'immense honneur de tourner dans un long métrage et pas n'importe lequel. Elle partage l'affiche de Sous le ciel bleu d'Hawaï avec Elvis Presley. Malgré ce beau tremplin, sa carrière stagne et Jenny noie ses désillusions dans l'alcool et autres paradis artificiels. Cette situation lui fait perdre à la fois son mari et la garde de son fils. C'est un électrochoc pour elle et elle décide de se ressaisir afin de pouvoir renouer avec son fils. Elle rencontre et se marie en 1970 avec un riche avocat spécialisé dans les divorces, Erwin Martin Tip Roder, qui a 20 ans de plus qu'elle. Et il ne doit pas sa célébrité qu'à ses talents, on peut dire que c'est un requin et qu'il nage en eau trouble. Toujours est-il que leur union est très mouvementée, tromperies et disputes en tout genre. Décision est prise en 1981 d'arrêter le massacre et de divorcer, et Jenny se prend un appartement à Beverly Hills. La bonne nouvelle, c'est que sa relation avec son fils, qui est maintenant grand, est au beau fixe. Ils se sont rapprochés et s'adorent. Cette relation est malheureusement brisée net le 10 juin 1981. Jenny et son futur ex-mari se trouvent dans le hall de l'immeuble à appartements où vit Jenny quand un homme leur tire dessus. Elle reçoit 2 balles dans la tête et Tip en reçoit une dans l'abdomen. Elle meurt sur le coup, tandis que Tip réussit à ramper hors de l'immeuble. Il décède rapidement après son arrivée au Cedar Sinai Hospital. L'enquête s'oriente vers un vol qui a mal tourné. Bizarre quand on sait que rien n'a été volé. L'affaire reste en plan pendant des décennies jusqu'en 2019, année où un petit cousin de Jenny, Buddy Morehouse, décide de refaire l'enquête. Il contacte des policiers qui se sont occupés de l'affaire et a une théorie. Le meurtre de Jenny n'est pas le résultat d'une tentative de vol, mais bien un assassinat prémédité. Par qui et pourquoi? Tout simplement par son futur ex-mari, Tip.
Il ne voulait pas d'un divorce qui lui aurait coûté une partie de sa fortune et aurait demandé à une de ses connaissances de la mafia de tuer Jenny et de le blesser légèrement pour le faire passer pour une victime. L'homme de main aurait raté son coup en blessant trop grièvement Tip et causant sa mort. Certains diront que c'est le karma. Buddy retrace toute son enquête dans un livre, Murder of an Elvis Girl, Solving the Jenny Maxwell Case. Dans cet ouvrage, il déclare avoir résolu l'affaire. C'est bien beau, mais il n'y a aucune preuve, si ce n'est quelques munitions trouvées dans la voiture de Tip, du même calibre que celles qui ont servi au double meurtre. Quand on sait que beaucoup d'Américains sont armés, c'est un peu léger. Le tireur n'a jamais été retrouvé. Même si cette hypothèse est très intéressante, un voile de mystère plane toujours sur cette affaire qui est officiellement non résolue. Alors selon vous, qui sont les coupables dans ces deux affaires ?